suis Félicie Destiendorf, je suis artiste plasticienne. Je réalise des installations, des performances, principalement avec la lumière comme outil. Une grande partie de mon travail se réfère aussi à des questions de perception de l'espace et du temps, de cosmologie, beaucoup d'astrophysique. Alors j'ai toujours travaillé la lumière. Peut-être qu'au départ j'avais plutôt une formation de peintre et comme je ne trouvais pas en fait de manière de repenser les questions d'espace et du temps dans la peinture, j'ai trouvé un peu une voie d'épanouissement avec la lumière, la projection vidéo. En fait je viens beaucoup d'un certain usage des nouvelles technologies. Dans les années 2000 j'ai fait notamment un master en recherche interactive. On était vraiment dans une période assez intense de questionnement sur les nouvelles technologies, les nouveaux modes d'expression, l'augmentation du corps par les technologies. Et petit à petit, mon travail s'est épuré, mais j'ai toujours un usage des technologies qui parfois est assez discret dans mon travail aujourd'hui. C'est aussi une certaine manière de regarder en fait, le monde à travers les questions que ces outils numériques nous posent. Pendant assez longtemps, j'ai fait beaucoup d'œuvres éphémères, donc des expériences. Pour moi, le rapport au corps est essentiel. Donc l'expérience du corps dans l'espace, la perception de l'espace par le corps est importante. Du coup, j'ai commencé plutôt par des œuvres éphémères, des grosses installations, notamment audiovisuelles. J'ai beaucoup collaboré avec la musique expérimentale, avec des musiciens comme Casper Toplitz, Laurent Daillot, Frédéric Nougret. Beaucoup plus récemment, j'ai travaillé avec la musique d'Eliane Radig, avec Franck Vigroux. Donc j'ai un vrai plaisir à travailler avec la musique, qui est aussi un rapport assez total à la question de l'espace et de la perception. Et petit à petit, j'ai commencé à réaliser des œuvres de plus petite échelle, beaucoup d'œuvres in situ, qui parfois étaient faites pour être vues une seule fois. J'ai un travail aussi maintenant d'objets, de galeries, j'ai aussi un travail de land art. Il m'arrive d'aller avec mes lasers dans des déserts pour pointer des objets célestes, et là je rapporte plutôt des photos. Et puis j'ai un travail dans l'espace public aussi, d'œuvres pérennes pour des villes, pour un collège, une médiathèque. De l'éphémère, je suis arrivée sur des choses plus pérennes. La lumière, c'est une manière d'appréhender notre connaissance. Je m'intéresse beaucoup à l'augmentation en fait, de notre perception par les outils numériques et aussi les connaissances scientifiques, disons peut-être la manière dont on modélise le réel. Et je m'interroge beaucoup sur l'illusion du réel en fait, et dans quelle caverne on est aujourd'hui et comment on peut d'un côté considérer qu'il y a un avantage quelque part à toute cette augmentation de notre corps dans l'espace. Donc on peut se promener avec un rover sur une planète distante, on peut remonter avec une vue de télescope jusqu'à une formation de protogalaxies, on peut imaginer aussi de voir beaucoup de choses à l'échelle micro. Mais en même temps, il y a des enjeux ambivalents, c'est-à-dire qu'on est aussi en train de réduire notre fenêtre de perception, notre cadrage sur le réel à travers aussi notre usage des écrans par exemple, où on va négliger l'usage de notre corps ou l'intelligence, la connaissance du monde à travers le corps, et comment notre connaissance du monde, nos certitudes en fait sur le réel risquent en permanence d'être ébranlées par des modifications de perception. Donc si tout d'un coup je fais l'expérience d'une perception nouvelle, je découvre une matière extraterrestre que je n'ai jamais vue, ou je vois quelque chose que je ne suis pas capable d'identifier, tout mon monde, tout mon modèle de monde va basculer. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce sont ces basculements dans notre rapport au réel. Et c'est un peu ce que j'essaie d'explorer avec mes outils, la lumière, voilà, des sculptures, des installations. Et notamment en allant regarder aussi beaucoup du côté des basculements de perception qui sont arrivés avec les changements de modèle de cosmologie, comment on a décentré l'humain, comment on découvre de plus en plus de complexité dans l'univers, et en même temps, dans cette complexité, il y a quand même une forme d'organisation, d'harmonie qui se crée dans ce chaos. Je crois que j'ai un processus créatif qui est souvent un peu le même en fait. Je vais avoir des sujets de recherche, je vais beaucoup lire, je vais étudier. Alors là, en ce moment, je travaille sur les exoplanètes par exemple. Souvent, ça met plusieurs années à se développer. J'ai l'intuition, l'envie, et puis après, ça va mettre 4 ans avant que je réalise un projet sur un sujet. Donc là, ça fait 4 ans que j'ai commencé un travail sur la matière et la lumière. C'est une série qui s'appelle Light DNA, donc c'est l'idée d'un ADN de la lumière quelque part. Moi, je trouve que c'est fascinant en fait. Qu'on puisse comprendre de quoi est composée la matière à distance juste par le spectre lumineux, parce que voilà, principalement ce qu'on capte de l'univers, c'est de la lumière.
Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose effectivement qui est arrivé au début par une connaissance scientifique finalement que j'ai croisée. Puis ça m'a travaillé, je me suis dit tiens, j'aimerais retravailler des palettes de couleurs. Enfin, il y a un rapport à la couleur, à une organisation de la couleur par rapport aux matériaux qui composent notre univers et notamment ce sont les mêmes sur Terre. Donc c'est le tableau de Mendeleïev, le tableau des éléments premiers. Et donc à partir de là, je vais pendant plusieurs années avoir le sujet qui se développe en parallèle de d'autres projets. Et puis à un moment donné, je vais commencer à réfléchir à de quelle manière je peux représenter cette idée. Alors je vais faire plein de tests, des maquettes, des tests à petite échelle avec des moyens parfois très réduits. Pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'atelier, donc c'est avec travailler très petite échelle. Et puis je collabore quand même avec beaucoup de corps de métier, mais principalement j'ai quelques complices, dont un serrurier que j'aime beaucoup, Michel Delarrasse, avec qui je fais toutes mes pièces. Donc après, je vais passer du temps avec les gens avec qui je vais produire les pièces, à discuter, à préciser, à faire d'autres tests, des prototypes. Comme la pièce qu'on va montrer au Centre Wallonie-Bruxelles, à un moment donné, il y a un travail in situ. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. On installe in situ, on travaille in situ, on développe et on monte. À chaque fois, finalement, mes projets sont adaptés dans les lieux. Comme je travaille sur la question de la perception, ils sont adaptés. On ne peut pas montrer deux fois forcément la même pièce. Alors, je vais présenter une pièce qui s'appelle Necromanteion, qui est en fait un grand miroir, qui en réalité est un miroir infini, dont la lumière varie. Et quand la lumière s'intensifie, ça fait apparaître le motif d'une nébuleuse obscure, une sorte de ciel étoilé. Parce que la nébuleuse obscure, c'est un nuage sombre sur la Voie lactée, un nuage de poussière dense qui apparaît presque comme une sorte de trou noir, qui est un objet assez effrayant et qui va venir cacher les étoiles. Et en fait, on sait maintenant que cet objet qui a été compris comme un vide, un lieu obscur pendant longtemps, maintenant on sait que c'est là où naissent en fait les étoiles. Donc c'est un haut lieu de fécondité pour l'univers. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est l'ambivalence entre cet côté inquiétant du nuage sombre, là ça s'appelle le sac de charbon, enfin c'est le nom qu'on donne à cette nébuleuse obscure, qui est observé par des télescopes comme on en trouve dans le désert d'Atacama aujourd'hui. Donc c'est vraiment des observations plutôt récentes du ciel. Dans cette tache sombre du ciel, on va trouver en fait une forme de vie qui est cachée derrière, invisible à l'œil. Et donc le miroir joue de cette ambivalence, de ce paradoxe entre la vie et la mort, d'où le titre de la pièce qui s'appelle Necromanteion, qui se réfère en fait au temple d'oracle des morts qu'il y avait chez les Grecs. Ça s'appelle le Necromanteion de l'Archéon, qui est en fait sur la rivière des morts. Donc l'Archéon, c'est une des branches du Styx. Et dans ce temple, les Grecs se réunissaient sur des miroirs d'huile noire, essayaient de faire parler les morts. C'est une pièce qui ouvre un espace dans le mur, donc on est entre notre espace et une autre dimension qui s'ouvre, un peu aussi comme dans le film de Jean Cocteau, Orphée, où on voit la traversée du miroir pour aller dans le monde des morts. Donc là, ici, on a l'abbaye de Maubuisson, où on présente la pièce Necromanteion pour la première fois, qui est ici composée de 3 miroirs et qui s'accompagne d'une pièce sonore de Marc Billon, qui a composé en fait avec un gong qu'il a augmenté avec des capteurs. Et donc le son du gong retentit et fait apparaître de manière progressive 3 nébuleuses obscures. Elles sont donc inspirées d'images que j'ai prises des télescopes de l'ESO qui sont situés dans le désert d'Atacama, au Chili. Donc l'exposition parle de cette idée de renaissance dans l'au-delà, de la vie, de l'esprit après la mort. Et la pièce Necromanteion parle aussi de cette idée comme ça de passage, de lien entre 2 dimensions, une dimension invisible du monde des morts et notre dimension à nous. Et d'ailleurs, l'exposition en général se réfère à la mythologie égyptienne aussi. Et les Égyptiens, eux, dans leurs tombeaux, en fait, avaient ce qu'on appelait des fausses portes, qui étaient des portes peintes sur les murs et qui étaient en fait un outil d'accès pour l'âme, pour traverser de l'au-delà au monde des vivants. Donc l'exposition évoque cette fragilité ou cet inconnu. Je trouve intéressant de regarder du côté des cosmogonies anciennes et de voir comment eux considéraient le monde des invisibles et le monde des morts comme un lieu de vie important. J'étais en train de faire des recherches sur la mythologie égyptienne. En fait, les Égyptiens solarisaient leur mort dans cette idée qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de repousser la mort le plus loin possible. On est dans cette idée de transhumanisme et dans cette idée de mort solarisée. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans à la fois la mort de la mort et la mort sublimée.
Et donc, pour les Égyptiens, concrètement, ça se matérialisait, ils mettaient de l'or sur leur mort et le mort devait devenir le dieu soleil. En fait, c'était une manière d'avoir accès à une vie après la mort, donc de rentrer dans cette éternité. Il y avait cette idée qu'il fallait pouvoir emmener son corps et son ombre dans l'au-delà. Et quel rapport on a aujourd'hui à ces notions-là? Dans le rapport à l'exposition du Centre Wallonie Bruxelles, la pièce Necromanteon fait un lien entre une culture très contemporaine. Ces images que j'utilise, c'est vraiment les nouvelles technologies, des télescopes qui peuvent voir, grâce à des télescopes infrarouges, ce qui se passe derrière ces nuages sombres. Donc dans le noir, l'incertitude, l'inconnu, on trouve des choses, parce que notre connaissance a évolué. Et en même temps, ce qui est super intéressant, et c'est là où ce projet est né il y a aussi 4 ans en arrière en fait, il est né quand je suis allée dans le désert d'Atacama et que j'ai découvert le télescope ALMA qui a pris les photos de ces nébuleuses obscures. Mais c'est aussi au même moment que j'ai découvert que les anciens, les Atacamenos, les autochtones du désert, eux lisaient dans ces constellations sombres le lieu de toute leur mythologie en fait. Donc eux avaient déjà un intérêt profond pour ces constellations. Et je trouve intéressant de voir aussi comment on a nos certitudes contemporaines, on a notre connaissance, mais il y a des connaissances chez les anciens qui étaient déjà très précises. Et en fait, ça fait que décrire en fait la fragilité de nos certitudes. En fait, quand on regarde une photo d'une nébuleuse obscure, comme pour un trou noir d'ailleurs, comme il y a une absence de lumière, il y a quelque chose d'assez inquiétant, on dirait une sorte d'énergie sombre. Et finalement, c'est étonnant de voir que c'est là que se passe tout ce qu'il y a de plus vivant dans l'univers, là où il y a le plus d'énergie. Donc, je prépare une série en fait, de pièces autour des exoplanètes, donc d'autres systèmes solaires autour desquels on cherche des traces de vie, des signatures spectrales et aussi des traces de vie dans l'univers. Donc, quelque part, un peu la quête aussi de la vie extraterrestre. Donc ça va donner lieu à des projets lumière et un travail de couleur et de lumière. Et en parallèle de ça, je prépare un projet de voyage pour aller réaliser une série d'interviews d'artistes importants qui ont travaillé sur les questions de perception d'espace et du temps. Donc ça peut être à la fois des compositeurs, mais aussi des artistes comme des artistes plutôt issus du light and space américain. Donc j'aimerais les interviewer. Je réfléchis à la notion de deep field, donc de gens qui ont travaillé sur la notion du champ et du champ profond, et qui, quelque part, par leurs recherches plastiques ou sonores, ont repoussé, ou même scientifiques, parce que je veux aussi interroger des astrophysiciens, ont repoussé un peu nos champs de perception et comment le champ de perception agit sur le champ de connaissance. Deep field, c'est un terme que j'ai emprunté à une photo du télescope Hubble qu'on appelle Deep Field. D'ailleurs, on en a pas mal reparlé maintenant parce qu'il y a les dernières images du James Webb. Mais c'est comment, tout d'un coup, dans une image, on a une profondeur de champ qui nous ramène jusqu'aux origines de l'univers dans la même image. Et voilà, je suis très intéressée par les artistes qui repoussent un peu et qui ouvrent notre profondeur de champ, notre fenêtre de vision ou de perception, dans un moment où on a plutôt tendance à l'enfermer, avec aussi le corps au centre de l'expérience.